de la communauté cardiologique marocaine, et le professeur Alanissi Mohamed, un incontournable de toutes les sociétés savantes. Le webinaire de ce soir est articulé autour de deux thématiques, une thématique Covid pour rester dans la thématique d'actualité et une thématique non Covid pour rester dans l'ambiance de la cardiologie traditionnelle. Je laisse donc la parole à mon ami le docteur Hasna Belreti, cardiologue et secrétaire général de la Société marocaine de cardiologie, pour introduire et modérer cette session en webinaire. Chers amis, Madame la Présidente, merci beaucoup pour cette belle introduction. C'est un plaisir d'être avec vous pour ce troisième webinaire de la SMC. Je souhaite à mon tour à tous les présents un Ramadan Mubarak Karim, Saha wa Salama, Inch'Allah. Alors, nous avons aujourd'hui le plaisir d'avoir avec nous des amis et d'excellents orateurs que sont le docteur Laurent Chevalier, qui va nous parler de sport et Covid et confinement, et le docteur Alami qui va nous faire un petit tour d'horizon du dernier congrès de l'American College of Cardiology qui a eu lieu il y a exactement un mois sous un mode assez original. Donc, ces thèmes d'actualité vont être abordés par nos orateurs qui ont bien voulu répondre présents à notre invitation. Et nous allons tout de suite commencer par le sport. Comme vous le savez, depuis le 20 mars, les Marocains sont confinés chez eux. L'état d'urgence a été décrété au Maroc et l'activité physique ne fait pas partie des dérogations, des activités pour lesquelles on a une dérogation de sortie. Et donc, de ce fait, un certain nombre de personnes se sont donc retrouvées totalement inactives chez elles et dans l'incapacité de pratiquer du sport. À l'inverse, d'autres personnes ont choisi de s'adapter et de faire le sport à domicile avec les moyens du bord, peut-être de façon inadaptée. C'est pour cela qu'on pose aujourd'hui beaucoup de questions au docteur Chevalier sur les risques liés à l'inactivité. Comment peut-on adapter le sport à domicile? Quelles sont les limites qu'il ne faudra pas dépasser? Quid du patient Covid asymptomatique? Quid du mois de Ramadan qui vient de débuter? Et comment peut-on envisager la reprise de l'activité sportive après la fin du confinement? Donc, beaucoup de questions qui se posent à nous et qu'on pose ce soir au docteur Chevalier, qui, je le rappelle, est un fidèle des réunions de la Société marocaine de cardiologie. Il est cardiologue du sport à la clinique du sport de Bordeaux. Il est coprésident du club des cardiologues du sport. Il est cardiologue expert auprès de la Ligue nationale française de rugby et la Fédération française de handball. Il est également cardiologue référent expert des AUT à l'Agence française de lutte contre le dopage. Merci beaucoup Laurent d'être là avec nous, d'avoir répondu à notre invitation. Je te donne tout de suite la parole pour nous parler du sport, Covid et confinement. Merci Hasna. Bonsoir à tous. Merci au bureau de la SMC de m'avoir sollicité pour aborder avec vous mon sujet de prédilection, à savoir l'activité physique et la sphère cardiovasculaire. Alors il est vrai, ce jour, dans un contexte tout à fait particulier, tout à fait nouveau aussi. Donc on avance actuellement un peu dans l'inconnu et je voulais vous faire part donc de certaines réalités que l'on commence à cerner, mais les choses sont encore en pleine évolution et on en saura sûrement beaucoup plus dans les mois qui viennent. Néanmoins, nous sommes actuellement donc confrontés à cette pandémie et au confinement, et du coup, l'activité physique, effectivement, pose problème. Vous connaissez le côté un peu Janus, hein, le double face de l'activité physique et de la sphère cardiovasculaire. Nous connaissons les avantages, évidemment, en termes d'augmentation de l'espérance de vie grâce à une activité physique régulière, par le biais de la diminution de certains accidents cardiovasculaires liés à l'optimisation du niveau de risque. Mais à côté de ça, on sait aussi que l'activité physique régulière peut faciliter certaines arythmies, notamment la fibrillation auriculaire, qui est un sujet qui a été largement abordé dans la littérature ces derniers temps, ainsi que la constitution éventuelle de fibrose peut être aussi à l'origine d'arythmies ventriculaires. Donc, faire du sport
avec une intensité importante et avec un nombre d'heures important au fil de la semaine n'est pas toujours forcément la meilleure des choses. Dans tous les cas, la question est posée et pour l'instant, elle n'est pas résolue. Dans le cadre du confinement, on connaît donc les bénéfices que sont la baisse de la pression artérielle, la baisse de la glycémie, l'augmentation du HDL, la diminution de la fréquence cardiaque moyenne, la diminution de l'index de masse grasse, l'augmentation de la masse musculaire, l'augmentation des capacités cardio-pulmonaires et la diminution du stress. Tout ça, ce sont des choses qui sont maintenant avérées, on le sait, et donc dans le cadre du confinement, il faut essayer de maintenir une activité physique la plus régulière possible. Je vous ai mis ici deux types d'activités que l'on peut envisager dans le cadre du confinement. Vous avez à gauche une activité dynamique qui peut être, donc, dans le cadre du confinement, de la marche rapide, voir si on a la chance d'avoir un jardin, de la course à pied, même si évidemment on peut être amené à faire un nombre de fois assez considérable le tour du jardin. Et puis à côté de ça, à droite, vous avez au contraire les effets d'une musculation douce que chacun d'entre nous pouvons faire avec des petites haltères, des bouteilles d'eau, etc. Vous voyez que pour les activités dynamiques, on a une augmentation très significative de la fraction d'éjection, ce qui n'est pas vraiment le cas quand on est sur des activités isométriques. Au niveau de la pression pulmonaire, on a un élargissement, voilà, vous avez ici la systolique et ici la diastolique, on a un élargissement de la différentielle grâce notamment à une diminution des résistances périphériques. Et ça, c'est quelque chose qui est évidemment très appréciable dans le cadre du bénéfice sur l'appareil vasculaire grâce à l'activité d'endurance. On n'a pas ces mêmes avantages quand on est sur de l'activité isométrique pure, où là, finalement, les séances s'accompagnent d'une augmentation de la systolique, mais également de la composante diastolique, parce que, en grande partie, au niveau périphérique, il n'y a pas d'amélioration significative du contexte. Quand on regarde par rapport au profil tensionnel, là encore, je vous ai mis 3 activités que l'on peut donc envisager dans le cadre du confinement. La course à pied, encore une fois, évidemment, plus simple si on a un jardin, le vélo d'appartement et la musculation. Et vous voyez que pour ce qui est de la course à pied, on a une fréquence cardiaque qui va monter assez haut, mais qui finalement, au bout d'un moment, s'inscrit en plateau, pendant que la sollicitation tensionnelle est franchement faible. Pour le vélo, ça n'est pas exactement la même chose, et on voit bien que le profil tensionnel sur home trainer, par exemple, est soumis à des augmentations bien plus significatives que pour la course à pied. Et puis vous voyez que pour la musculation, eh bien à ce moment-là, évidemment, l'effort génère un yo-yo tensionnel qui est assez significatif et potentiellement délétère. Donc si on est avec un sujet qui est discrètement hypertendu ou dont l'hypertension n'est pas bien équilibrée, évidemment, il vaut mieux privilégier l'activité de course à pied que celle de vélo et que surtout celle de musculation qui peut entraîner des pics tensionnels assez significatifs qui peuvent être mal tolérés. En termes de bénéfices, évidemment, ce qu'on attend aussi, c'est de brûler des calories pour ne pas prendre trop de poids dans ce contexte de confinement. Je vous ai mis ici donc des choses simples, hein. Monter des escaliers, voilà, monter 4 étages. Vous allez brûler avec 4 étages 19 calories, c'est évidemment pas énorme. Avec du jardinage, si vous avez un jardin, ça va être pendant 1 heure de jardinage à peu près 300 calories. Et si vous faites du home trainer pendant 1 heure, vous allez brûler 700 calories pour un métabolisme de base qui, selon le sexe et le gabarit, peut varier selon les gens de 1600 à 2400 calories. Donc, des conditions évidemment qui sont éminemment variables en fonction de l'effort, mais qui peuvent être intéressantes. Tout ça, donc, ce sont les bénéfices. Bénéfices sur la tension, on l'a vu, bénéfices en termes de poids. En balance, il faut mettre, comme je vous le disais en préambule, les risques. Et le risque essentiel, évidemment, c'est toujours le même dans le cadre de l'activité physique et du cœur, c'est le risque de mort subite, qui, heureusement, est tout à fait limité. On sait tous qu'au-dessus de 35 ans, c'est la coronaropathie qui, évidemment, devient le mécanisme et de très très loin prédominant. Chez les moins de 35 ans, les choses sont beaucoup plus complexes, avec une kyrielle de causes
potentiellement responsables de la mort subite. Et vous voyez d'ailleurs qu'au fil des registres, hein, selon les équipes, selon les populations étudiées, on va avoir la coronaire évidemment, mais aussi la myocardite. Les morts subites inexpliquées, on va y revenir, mais aussi la dissection aortique, la coronaropathie, et puis les canalopathies de type Cutellon ou Brugada. Pour ce qui est de la coronaire, évidemment, c'est, on l'a vu, la cause numéro 1 hein, chez les plus de 35 ans, toujours, mais ne croyez pas que cette cause est très faible chez les plus jeunes, puisque vous voyez que dans des études autopsiques qui ont été réalisées ces dernières années, même chez les moins de 35 ans, on retrouve la coronaropathie comme une cause importante. Dans cette étude austro-allemande, c'était la première cause de décès, même chez les 35 ans. Dans une méta-analyse réalisée pour le comité olympique en 2006, 10% des décès chez les moins de 35 ans étaient en rapport avec de la coronaropathie. Et dans cette étude sortie dans le New England il y a maintenant 4 ans, qui est une étude d'envergure avec une méthodologie très solide, qui était donc réalisée en Australie et en Nouvelle-Zélande, on trouvait finalement comme cause identifiée la coronaropathie comme première cause, là aussi, chez les moins de 35 ans, avec un quart des cas. Donc, c'est une cause évidemment importante. Le deuxième pool de mort subite chez le sujet jeune, et chez le plus âgé aussi, hein, mais moins représenté, c'est la myocardite. Alors, c'est évidemment un sujet d'actualité dans ce contexte de virémie. Et on sait que depuis maintenant 1996 que la myocardite est à l'origine d'une surmortalité. C'est les Suédois qui l'ont isolé les premiers en mettant ça en évidence chez les coureurs d'orientation. Et ils s'étaient aperçus en fait que ces gens-là, ces jeunes qui étaient en pleine santé, faisaient des accidents cardiaques et des morts subites parce qu'ils étaient en période fébrile. Et grâce à des précautions mises en place, ils ont réussi à faire diminuer de manière très drastique le nombre d'accidents cardiovasculaires liés aux infections virales. Vous voyez que dans cette étude dont je vous parlais tout à l'heure, la myocardite était 30% des causes chez les moins de 35 ans. Une étude qui avait été réalisée par l'équipe de Fontaine en région parisienne en 2001 retrouvait encore 5% des morts subites en lien avec la myocardite. Et dans une étude allemande qui a été publiée récemment, c'est aussi la première cause de mortalité chez les moins de 35 ans. Donc dans le contexte de pandémie virale, il y a évidemment des précautions, on va le voir, à prendre par rapport à cette activité physique, parce que indéniablement, la localisation virale dans le myocarde peut être à l'origine d'accidents importants. Il y a un concept après qui est une entité qui pour l'instant n'est pas cernée, hein. Beaucoup de gens travaillent dessus, et notamment l'équipe de Michel Aïssaguer dans son IHU chez nous, sur les morts subites inexpliquées, qui pour l'instant restent encore assez mystérieuses, mais qui, comme vous le voyez, sont aussi des causes très importantes. Dans cette étude espagnole, 11% des autopsies. Dans cette étude américaine, 25% des autopsies. Et là, 41% chez les Anglais et 40% chez les Néo-Zélandais et les Australiens. Donc, finalement, dans les causes identifiées, myocardite et coronaropathie sont très importantes, mais il y a tout ce pool de causes non identifiées pour lesquelles on n'a pas l'explication physiopathologique et qui sont également à prendre en considération. Excusez-moi. Alors, dans cette période de Covid, je ne vais pas revenir sur ça parce que vous avez eu, avec Ariel Cohen la semaine dernière, un exposé très détaillé, et on comprend bien que cette période est potentiellement à risque sur le plan cardiovasculaire parce que finalement, ce virus a un tropisme cardiovasculaire important et par plusieurs mécanismes peut entraîner des accidents graves, que ce soit par le biais donc d'une myocardite, par le biais de phénomènes thromboemboliques et par le biais rythmique aussi. Donc, les risques habituels de l'activité physique, on les connaît, mais ils sont peut-être potentialisés en période Covid, et l'avenir dira s'ils sont potentialisés en période post-Covid. Le risque de rupture de plaque endocoronaire, dans un contexte inflammatoire, il a été décrit là maintenant chez les gens qui sont hospitalisés des phénomènes d'endothélite
diffuses qui sont à l'origine de mort subite d'origine coronaire probablement, mais aussi de problèmes vasculaires périphériques avec les fameuses engelures et autres. On le retrouve donc en phénomène de thrombose artérielle, comme je vous le disais, et puis des arythmies ventriculaires sur des phénomènes ischémiques, mais également probablement sur des phénomènes de myocardite ont été décrits. Mais ça, évidemment, tout cela concerne des gens hospitalisés avec des formes graves. Pour ce qui est des formes plus légères, on est encore dans le questionnement le plus total. Je voulais vous rappeler aussi une chose qui est importante, qui n'a rien à voir avec le Covid, mais qui est une réalité physiologique. C'est que vous voyez que quand on fait un effort important, à partir d'au-dessus de 75% de la VO2, on a une augmentation très significative des catécholamines, qui peuvent donc favoriser l'arythmie à l'effort. Donc un effort qui va être modéré, à 50% de la VO2 max, va s'accompagner d'un taux de catécholamine circulante assez faible. Mais si vous passez à 75, voire à 80-90% d'intensité, là vous vous calez dans des intensités qui sont évidemment beaucoup plus pourvoyeuses d'arythmie à l'effort. Et au-delà de l'intensité, c'est aussi la durée de l'effort. Et dans le même esprit, vous voyez que pour une durée qui va dépasser 2 heures d'effort, eh bien on a à nouveau un décrochage et une augmentation très importante des catécholamines pour un effort d'intensité équivalente. Donc, à la fois, l'intensité et la durée de l'effort sont des pourvoyeurs d'arythmie. Alors du coup, quelle activité physique en confinement Covid-19, puisque là, on parle de ce virus? On peut recommander pour l'instant des activités sous-maximales et qui ne dépassent pas 80% de votre fréquence maximale théorique. On peut aussi recommander des séances qui ne dépasseront pas 1 heure. Alors la plupart d'entre nous, évidemment, ont du mal déjà à envisager plus de 40-45 minutes confinés, mais certains sont adeptes de défis. On a vu passer sur Internet ces derniers mois, enfin ces dernières semaines en tous les cas, des tutos assez déraisonnables sur des activités très intenses, longues, avec des défis, des gens qui font des ultra-trails 80 km dans leur jardin, des gens qui courent un marathon sur le balcon, enfin voilà, des choses qui ne sont pas adaptées au contexte actuel très clairement. Et si vous voulez vraiment, parce que vous en avez envie et besoin, faire 2 heures, 3 heures de sport, eh bien à ce moment-là, il vaut mieux que vous fractionniez avec 2 à 3 séances d'1 heure plutôt qu'une seule séance de 2 à 3 heures, on vient de le voir, par rapport à la sécrétion de catécholamine. Alors, un mot aussi des circonstances qui actuellement vous concernent, c'est-à-dire à la fois le confinement et le ramadan. Donc, avec un jeûne de 10 à 18 heures, vous n'avez en fait aucune excuse pour ne pas faire d'activité physique, puisque vos réserves d'ATP musculaires qui vous permettent de faire des efforts brefs et intenses sont au niveau musculaire et hépatique totalement disponibles. Donc là, il n'y a aucun problème. Vos réserves de glycogène hépatique et musculaire, elles aussi, elles sont intègres puisqu'elles ont été en fait élaborées grâce à votre repas de la veille au soir. Donc, il n'y a aucun problème. Le lendemain, vous êtes opérationnel pour faire de l'activité d'endurance sous-maximale. Quant à vos réserves lipidiques, alors elles sont là pour encore des mois. Et de toute façon, elles concernent des efforts qui vont durer plus de 2 heures, donc vous n'en aurez pas besoin. En fait, le seul problème clair, c'est l'hydratation. Ça, c'est sûr. On sait donc que le jeûne altère peu les capacités aérobies, modérément la force musculaire. En fait, c'est surtout les activités aéro-anaérobies qui vont être entamées par le jeûne. Et donc, ça concerne surtout les sports collectifs, en fait. Donc, des sports qu'on ne va pas faire en confinement, à moins que vous vouliez jouer un peu au foot avec les enfants dans le jardin. Mais c'est surtout la déshydratation, encore une fois, qui va être, elle, responsable des diminutions de capacité, et notamment des diminutions de capacité psychomotrice. Donc, toutes les activités physiques où il y a de la coordination, de l'équilibre, vont être beaucoup plus altérées que le simple vélo ou la course à pied. En fait, vous pouvez néanmoins continuer donc de l'activité physique dans le cadre du jeûne lié au ramadan. Vous n'aurez pas beaucoup de bénéfices à prendre des hydrates de carbone à faible index glycémique au sahur, que ce soit les pois chiches, le riz basmati, les pâtes, etc. Tout ça,
ne va pas vous apporter une capacité à être plus performant sur des activités aérobies modérément soutenues et ne va pas générer de la fatigue. Donc vous pouvez aussi bien manger des hydrates de carbone à plus fort index glycémique. Vous risquez éventuellement de faire plus facilement une hypoglycémie, mais ça n'entamera pas vos capacités d'effort. Toujours dans le cadre du préjudice que peut générer sur la performance la déshydratation, plusieurs publications se sont intéressées en fait aux bénéfices que peuvent apporter les simples bains de bouche. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Vous voyez par exemple dans cette étude où on était dans des conditions 32 degrés, 75% d'humidité, ce qui donc peut ressembler à ce que vous connaissez actuellement. Vous voyez que ces sujets en fait faisaient 30 minutes de vélo à 65% de la VO2 en termes d'échauffement, et ensuite faisaient 10 km de vélo à fond, voilà, en se livrant vraiment. Et on se rend compte que dans ceux qui faisaient des bains de bouche toutes les donc 5 à 0, 5, 15, 25 et 30 minutes, donc durant la phase d'échauffement, eh bien on se rend compte que ces gens-là étaient capables de boucler les 10 km ensuite en 13 minutes, ceux qui l'avaient fait avec de l'eau en 12 minutes et demie, et ceux par contre qui ne faisaient pas les bains de bouche dans la phase d'échauffement, eh bien on voyait que le préjudice était très net par contre sur la performance derrière, avec un temps nécessaire pour boucler les 10 minutes qui était quasiment augmenté de 50%. Donc le bain de bouche en pré-échauffement, ça peut être vraiment intéressant pour être capable d'assumer plus facilement l'effort en période de jeûne. Alors, maintenant, pour ce qui est du bilan cardiologique pour la pratique sportive au déconfinement, parce que ce déconfinement, il va quand même arriver chez les uns et chez les autres dans les semaines qui viennent, vous allez être confronté à des gens qui vont venir vous consulter, qui vont vous poser des questions, et que peuvent-ils faire? Donc, clairement, le schéma actuellement est assez bien borné. Le questionnaire, d'abord un questionnaire dédié au Covid que vous trouverez sur toutes les sociétés savantes qui le publient actuellement, avec les symptômes divers et variés que vous connaissez, avec évidemment certains qui sont tout à fait pathognomoniques du Covid, à savoir surtout la gueusie et l'anosmie, tous les autres pouvant être le fait d'une virose autre. Le recours à la PCR, si c'est possible, bien entendu, si c'est possible, si on a l'impression que les gens, évidemment, sortent un syndrome actuel, la PCR, si elle est positive, incite évidemment à l'arrêt total. À ce sujet, on va avoir probablement à disposition, d'ici quelques temps, des PCR salivaires qui seront quand même plus sympathiques que les PCR par prélèvement nasopharyngé. Quand vous vous trouverez face à des gens qui ont eu les symptômes il y a déjà longtemps, les sérologies seront évidemment précieuses pour savoir si les gens finalement ont fait le Covid ou pas. Mais néanmoins, on va en revenir quand même à des choses très simples, c'est-à-dire la sensibilisation aux symptômes suspects. Si les gens ont contacté le Covid mais qu'ils ne se plaignent de rien, on va être quand même assez enclin à les laisser faire leur activité physique régulière sans trop leur mettre la pression. On peut le proposer à ceux qui ont les moyens, évidemment, de porter leur cardiofréquence-mètre, mais surtout de faire l'acquisition de montres connectées, la Withings étant quand même moins chère que l'Apple Watch, pour dépister des éventuelles anomalies rythmiques, et notamment ventriculaires. Mais encore une fois, on est quand même là dans une démarche de prévention plus, parce que pour l'instant, on n'a pas de preuve que tout cela va se compliquer d'arythmie ventriculaire à terme. Bien entendu, pour les gens qui ont fait des formes cliniques significatives, vraiment avec des formes musclées, avec de la fièvre, des gènes respiratoires, des oppressions thoraciques à l'effort en phase virale, et qui ont conservé pendant encore plusieurs semaines de la gêne thoracique à l'effort, de l'essoufflement facile, cela on va être enclin à aller quand même plus loin dans le bilan et à réaliser, en plus de l'électro qui peut éventuellement montrer des troubles de repolarisation sur une localisation myocardique ou une coronaropathie à bas bruit, l'échographie et l'épreuve d'effort maximal. Par contre, dans l'état actuel des choses, nous sommes tous d'accord pour dire qu'il ne faut surtout pas faire d'IRM myocardique systématique, parce que ce n'est pas l'IRM qui va vous apporter finalement la solution quant à laisser ou pas votre sujet faire sa pratique sportive, mais c'est clairement l'absence d'arythmie à l'effort. Donc, l'épreuve d'effort maximal, et si vous avez un doute, le Holter ECG, incluant un effort maximal. Je vous ai mis ici, on pourra vous le faire passer, un résumé un petit peu de ce qu'on a
mis au point il y a quelque temps pour les sportifs professionnels français. C'est sur un mode un peu ludique avec des dessins. Ça concerne l'exercice, l'immunité, la fièvre, la façon de s'entraîner, les différents efforts, musculation, activité de course, mais également les consignes d'hydratation et par rapport au tabac avec les drapeaux rouges. Voilà. Ensuite, puisqu'on va y avoir droit, là aussi, un de ces jours, ce déconfinement, vous allez avoir bientôt la possibilité d'aller courir à nouveau dehors. N'oubliez pas ce que nous montrent les modèles actuels de reproduction en laboratoire, de répartition des particules, et inculquez à vos patients et appliquez-les à vous-même les bonnes pratiques en période épidémique qui vont consister à ne pas courir derrière pour ne pas prendre tout le nuage de particules. Donc quand on court, on ne court plus en file indienne. Si on court en file indienne, c'est au moins 10 mètres au moins de distance entre les deux coureurs, et le mieux évidemment est de courir côte à côte. Et quand vous croisez les gens, de traverser, d'aller sur l'autre trottoir d'en face pour éviter de se retrouver dans le nuage, dans le nébulisa de particules d'un sujet infecté. Et puis, on va y arriver, là aussi, il est fort probable que notre avenir, notre futur proche, pour l'activité physique, ça va être le port de masque. Le port de masque aussi en course à pied, en sport collectif, bien évidemment. Donc des masques comme ceux-ci, vous voyez, qui sont des masques qui sont très très bien tolérés sur le plan de l'ergonomie et qui comporteront des filtres qui seront l'équivalent, a priori, d'après ce que nous disent les industriels avec qui on discute actuellement pour les développer, qui seront probablement des équivalents intermédiaires entre FFP1 et FFP2 et qui permettront un débit ventilatoire quand même suffisant pour la plupart des activités sportives, du moins pour le loisir. Évidemment, pour le très haut niveau, ça sera difficile. Mais pour le sportif loisir et le sportif modeste, probablement que notre avenir dans les mois qui viennent, ou du moins lors de deuxième vague, l'hiver prochain et autres, sera de faire du sport avec ce genre de masque. Voilà, je vous remercie. Qui a suscité, je ne te cache pas, beaucoup de questions parmi la présence. Donc, je vais commencer par en lire quelques-unes. Alors, quelles sont les craintes liées à l'inactivité prolongée chez nos patients cardiaques confinés sur le contrôle de leurs facteurs de risque, mais aussi sur le risque de déconditionnement physique? Tout dépend de la durée du confinement, en fait. Voilà, nous, on commence notre 7e semaine, je crois. Donc, ça commence à faire. On voit des gens qui ont déjà pris du poids, qui ne sortent plus, qui n'ont plus la possibilité de faire leur activité sportive régulière parce que chez eux, ils ne sont pas équipés. Donc, ils avaient l'habitude de faire du vélo à l'extérieur, mais ils n'ont pas de home trainer. Et donc, on perd de la masse musculaire, ça va très très vite. Et déjà, 6 semaines, c'est considérable. On peut perdre facilement 2-3 kilos déjà de masse musculaire. Donc ça, c'est préjudiciable. Et puis évidemment, on commence à avoir la variabilité sinusale qui part dans le mauvais sens, la tension artérielle qui remonte, enfin voilà, tous les facteurs de risque qui commencent à dériver dans le mauvais sens. Donc 6 semaines, c'est déjà largement suffisant pour commencer à engranger les préjudices. Et pour les patients cardiaques, est-ce qu'il y a des programmes de réadaptation ambulatoire à distance qui ont été proposés? Alors, c'est effectivement le cas pour ceux qui sont dans des programmes déjà de réadaptation ambulatoire. Comme les centres ont fermé, la plupart effectivement des cardiologues qui les avaient en charge ont mis en place ont fait des tutos et ont mis en place effectivement par Internet un accompagnement avec de l'éducation thérapeutique, de la motivation, et puis des vidéos pour leur montrer qu'est-ce qu'ils peuvent faire simplement chez eux comme petite activité physique. Alors on a un gros avantage ici par rapport à vous, c'est que nous on a le droit d'aller faire de l'activité physique quand même pendant 1 heure. C'est considérable comme différence, évidemment, parce qu'au moins les gens peuvent aller marcher, ce qui est déjà un entretien à minima assez essentiel, bien évidemment.
Et pour les personnes qui n'ont pas de cardiofréquence-mètre, est-ce que tu peux rappeler en termes de sensation à l'effort, à quoi correspondent les 80%? Oui, c'est une très bonne question, évidemment. Alors là, classiquement, on considère que le premier seuil d'adaptation ventilatoire, qui selon les gens correspond à 60-70% de leur VO2, c'est l'essoufflement. C'est-à-dire, on peut tenir la conversation, mais voilà, on doit un petit peu couper ses phrases par moment pour reprendre son souffle. Mais on peut néanmoins parler, mais on est un petit peu gêné. Voilà. Quand on arrive à ce seuil-là, c'est qu'on est dans une zone qui est intéressante parce que c'est une zone pourvoyeuse de progrès et en même temps, en général, qui est une zone de totale sécurité sur le plan cardiovasculaire. D'accord. Est-ce que pendant le mois de Ramadan, par exemple, est-ce que tu aurais un timing recommandé pour faire le sport? À quelle heure les personnes pourraient faire du sport de préférence? Ben, je crois que quand même, il faut se mettre un peu à distance du repas. Donc voilà, laisser quand même passer, on va dire, 3 heures, le temps que la digestion soit effective. Après, pour le reste, il n'y a pas d'horaire particulier. Il y a des gens qui sont plus du matin que du soir, mais ça, c'est des sensations qui sont propres à chacun. Donc voilà, mais l'idée, c'est surtout d'en faire. Voilà, de faire de l'activité physique, quelle que soit l'heure. Alors, une autre question. Alors, pour les personnes qui sont malades, qui ont eu le Covid, à quel moment peuvent-ils pouvoir reprendre l'activité physique après la guérison? Et comment peuvent-ils reprendre cette activité? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils sont autorisés à faire dans un premier temps? Ben là aussi, on va faire des choses très simples, c'est-à-dire qu'on va les laisser gérer leurs sensations. On va leur demander dans un premier temps, s'ils ont encore des petites séquelles respiratoires, d'aller chercher un discret essoufflement et surtout pas plus. On voit bien que certains sont quand même encore très fatigables au décours de l'infection et il faudra encore plusieurs semaines pour qu'ils retrouvent de bonnes sensations. Mais encore une fois, c'est d'être à l'écoute de leurs sensations comme toujours, c'est-à-dire d'aller chercher un discret essoufflement, mais pas plus, et de ne pas insister. Voilà, pour progresser petit à petit. On y va progressivement, surtout si on a été arrêté et confiné à domicile pendant plusieurs semaines. Une question qui est revenue, qui a étonné en tout cas beaucoup de personnes, c'est quel est le mécanisme d'action en fait du bain de bouche? En fait, les auteurs ne le disent pas vraiment parce qu'ils spécifient bien, parce qu'il y a eu pas mal d'articles consacrés à ça, ils spécifient bien que les témoins s'engagent à ne pas avaler l'eau. Hein. Mais non. Donc, ce n'est pas des pseudo-bains de bouche, d'après ce qu'ils disent. Hein. C'est vraiment des. Voilà. Mais il y a sûrement un passage quand même à l'occasion du bain de bouche un petit peu sublingual, voilà, au niveau des muqueuses qui font que, puisque ceux qui ont le bain de bouche un peu sucré font encore un petit peu mieux que les autres. Voilà. Mais en tous les cas, d'après ce que j'en sais, en tous les cas, c'est autorisé. Très bien. Bon, c'est toujours les questions par rapport au meilleur sport et quel moment de la journée par rapport au Ramadan. Donc, il y a beaucoup de questions sur ça. Ouais. Vous avez déjà répondu. Et par rapport à l'alimentation, il y a des personnes qui demandent s'ils devraient maintenir un apport protéique suffisant pour ne pas perdre leur masse musculaire. Absolument. Oui, bien sûr. Dans le régime idéal, c'est beaucoup de protéines, peu de gras et très peu de sucre. Voilà, ça c'est le régime idéal conseillé pour tout le monde. Donc on reste sur le même principe, bien sûr. Bon, avec des aliments qui peuvent être mixés, bien évidemment. Voilà. Mais l'idée c'est d'avoir une alimentation effectivement riche en protéines qui est la plus pourvoyeuse d'un poids qui ne va pas trop dérailler en période de confinement et qui va effectivement permettre de synthétiser du muscle, de garder sa masse musculaire, mais à la condition, bien entendu, d'y lier de l'activité physique. Parce que si vous mangez que des protéines mais que vous faites zéro activité physique, ça ne permettra pas de reconstituer son stock musculaire ou de l'entretenir. Alors, un collègue pose la question, comme vous êtes référent de 2 grandes fédérations françaises, est-ce qu'il y a des prédispositions et une visibilité concernant la reprise des compétitions? En fait, nous sommes en plein dedans puisque le Premier ministre à 15h a dit que les sports professionnels ne reprendraient pas avant le mois de septembre, mais on attend maintenant que le ministre des Sports décline les choses de façon un peu plus précise. Mais bon, a priori,
Il va falloir qu'on attende. Je crois que les compétitions 2019-2020 vont être difficiles à boucler, très difficiles à boucler. Et a priori, on va repartir à partir de la fin du mois de juin sur la reprise des entraînements parce que les joueurs ont aussi été arrêtés longtemps et une préparation tout au long de l'été pour pouvoir réattaquer les compétitions 2020-2021 en septembre. À moins que certains arrivent à concilier et à finir les saisons 2019-2020 à la fin de l'été, au début de l'automne, mais bon, ça décalera les problèmes. Donc, voilà, compliqué. Et pour ceux qui font de la compétition, est-ce que vous avez les mêmes conseils en termes de restrictions d'horaire? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont Oui, pour l'instant, oui, tant qu'on est en est-ce que période vous les restreignez à oui, 1 heure par jour? bien sûr. Est-ce que cela ne va pas impacter leur performance? Bien sûr que si. Bien sûr que si, mais actuellement, en période épidémique où le virus circulait beaucoup, bon, on n'est plus tout à fait dans le même contexte après 6 semaines de confinement, mais au début du confinement, on était inquiet et l'affiche avec les petits bonshommes, la dessinée, ça avait été édicté à ce moment-là pour les sportifs professionnels parce qu'on savait qu'ils étaient chez eux et que pour garder une condition physique importante, ils étaient amenés à faire un peu n'importe quoi. On était inquiet parce qu'on savait que pas mal d'entre eux avaient contracté le virus. Et quand on voit que plus de la moitié des sujets jeunes sont séropositifs, enfin, ou PCR+, enfin bref, en contact avec le virus sur un mode totalement asymptomatique, on était effectivement un peu inquiet. Donc, bien évidemment, eux aussi, ils ont des consignes de limitation dans l'intensité et dans la durée des efforts, sauf que eux, ils vont faire 5 fois 1 heure parce que, dans la journée, mais plutôt qu'une fois 5 heures, et avec effectivement une limitation à l'intensité. Mais clairement, ils vont y perdre. Et c'est bien pour ça qu'il va falloir les réathlétiser pendant l'été pour préparer la saison suivante. Et c'est sûr que ce n'est pas aux Jeux Olympiques 2021 qu'il y aura beaucoup de records du monde battus, peut-être. Si les Jeux Olympiques ont lieu en 2021, ce qui est loin d'être acquis, si la pandémie continue et qu'il y a d'autres vagues. Je te remercie en tout cas, Laurent, pour tout cet excellent exposé, pour toutes ces réponses qui nous ont apporté beaucoup de choses. Je pense que tu vas rester avec nous pour la suite, avec plaisir. Parce qu'il y a d'autres questions qui continuent à tomber. Donc, on va faire une courte pause de 30 secondes et on va ensuite enchaîner par